Je m'appelle Marguerite. J'ai 83 ans. Je me suis réveillée sur le carrelage de l'aéroport de Munich à 4 heures du matin avec un agent de sécurité debout au-dessus de moi qui me posait des questions que je ne comprenais pas. La dernière chose dont je me souvenais clairement, c'était d'être debout dans la file à la douane. Puis plus rien. Juste le sol froid contre ma joue et les néons qui me brûlaient les yeux. Richard était parti depuis 3 ans à ce moment-là. Ma fille Léa m'avait offert ce voyage en cadeau, sa façon de me dire que je devais encore vivre des aventures, que la vie n'était pas finie juste parce que j'étais seule maintenant. Elle avait tout réservé. Une croisière fluviale en Allemagne, première classe, toutes les excursions incluses. « Tu mérites ça, maman », avait-elle dit en me tendant l'enveloppe. « Tu n'es jamais allée nulle part. » Elle avait raison sur ce point. Ce qu'elle ne savait pas, ce que je ne lui avais pas dit, c'est que j'avais des vertiges depuis des mois. De petits moments où la pièce basculait sur le côté, où je devais m'agripper au comptoir et attendre que tout se stabilise. Mon médecin avait fait des examens, rien de concluant. « C'est probablement juste votre tension », avait-il dit. « Buvez plus d'eau, ne vous levez pas trop vite. » Je me disais que ce n'était rien, que j'allais bien, que si j'en parlais à Léa, elle annulerait le voyage, et je verrais à nouveau ce regard dans ses yeux, celui qui disait que j'étais déjà à moitié en maison de retraite. Alors je n'ai rien dit. Je suis montée dans l'avion. Et maintenant j'étais allongée sur le sol d'un aéroport dans un pays où je ne parlais pas la langue, avec une bosse de la taille d'une balle de golf qui se formait sur le côté de ma tête. Ce que personne ne vous dit sur les voyages après 70 ans, c'est à quelle vitesse votre corps peut vous trahir d'une manière qu'il ne l'a jamais fait auparavant. Chez moi, je connaissais chaque partie inégale du trottoir. Je savais quelle marche avait des rampes branlantes. Je savais qu'il fallait m'asseoir avant de prendre mes médicaments pour la tension parce qu'ils me donnaient des vertiges. Mais à Munich, je ne connaissais rien. Je ne savais pas que les vols internationaux vous déshydratent plus que n'importe quoi. Je ne savais pas que 12 heures dans une cabine pressurisée pourraient me faire gonfler mes chevilles au point de pouvoir à peine marcher. Je ne savais pas qu'à 83 ans, le décalage horaire ne vous fatigue pas seulement, il vous embrouille, vous désoriente, comme si votre cerveau fonctionnait avec 3 secondes de retard. Les ambulanciers sont arrivés, ils parlaient un peu anglais. Assez pour demander si je m'étais cogné la tête. Assez pour me dire que je devais aller à l'hôpital. J'ai dit non. Je leur ai dit que j'allais bien, que j'avais juste eu un vertige, que ça arrivait parfois. Ils se sont regardés comme le font les gens quand ils pensent que vous faites une erreur, mais ne peuvent pas légalement vous arrêter. L'un d'eux m'a tendu un formulaire. Je l'ai signé. Refus de transport. J'avais une croisière à prendre. Voici ce que je ne comprenais pas alors. Votre corps, après 70 ans, ne récupère pas comme avant. Quand vous êtes jeune, vous pouvez tenir le coup, vous pouvez rester debout toute la nuit, avoir un second souffle, récupérer plus tard, mais après un certain âge, l'épuisement s'accumule. Il ne disparaît pas avec le repos, il s'intensifie, comme les intérêts d'une dette que vous ne pouvez pas rembourser. J'ai réussi à rejoindre la croisière. De justesse. Une femme gentille de l'Ohio m'a aidé à trouver mon groupe de touristes. Je me suis assise au fond du bus, la tête contre la vitre, essayant de ne pas vomir. Le premier jour, je me suis dit que j'avais juste besoin de dormir. Le deuxième jour, je suis restée dans ma cabine pendant que tout le monde allait à Salzbourg. Le troisième jour, j'ai réalisé que je n'avais pas mangé de vrais repas depuis mon départ de la maison. Tout sur le bateau était riche, sauce à la crème, pain lourd, vin à chaque dîner. Mon estomac ne supportait rien de tout ça. J'ai essayé de grignoter des crackers du buffet, mais même ceux-là restaient coincés dans ma poitrine comme des pierres. J'ai commencé à perdre la notion du temps, pas d'une manière agréable de vacances, d'une manière qui me faisait peur. Je me réveillais sans savoir si c'était le matin ou le soir. J'allais aux toilettes et j'oubliais pourquoi je m'étais levée. Une fois, je suis restée debout dans le couloir devant ma cabine pendant une bonne minute avant de me souvenir de mon numéro de chambre. Je n'arrêtais pas de penser à Léa, à quel point elle avait été fière quand elle m'avait offert ce voyage.
au fait qu'elle avait probablement économisé pendant des mois pour ça. Je ne pouvais pas l'appeler pour lui dire que j'avais fait une erreur. Alors j'ai continué. Première chose, votre corps devient imprévisible. Le 4e jour, nous avons accosté dans un petit village le long du Danube. Je ne me souviens plus du nom maintenant. Tout de ce voyage s'est mélangé. Il y avait une visite guidée à pied dans la vieille ville. Rues pavées, ruelles étroites. Un guide qui parlait trop vite. Je suis restée vers l'arrière du groupe, avançant lentement, essayant de suivre. Et puis je n'ai plus pu. Mes jambes ont juste arrêté de fonctionner comme elles étaient censées le faire. Pas paralysées, pas faibles, juste peu coopératives, comme si elles avaient oublié comment communiquer avec le reste de mon corps. J'ai attrapé un lampadaire et je m'y suis accrochée. Le groupe a continué à marcher. Ils n'ont pas remarqué que je m'étais arrêtée. Je suis restée là, agrippée à ce poteau, les regardant disparaître au coin de la rue. Je ne sais pas combien de temps je suis restée comme ça. Assez longtemps pour que mes mains commencent à me faire mal. Assez longtemps pour qu'une commerçante sorte et me demande si j'avais besoin d'aide. Je lui ai dit que j'allais bien. Ce n'était pas vrai. Ce que j'ai appris, ce que je ne savais pas alors, c'est qu'après 70 ans, votre corps arrête de vous donner des avertissements. Il abandonne simplement. Vous ne sentez pas venir une crise cardiaque comme les gens plus jeunes. Vous n'avez pas les mêmes signaux qu'il y a un problème. Votre taux de sucre chute et vous ne vous sentez pas tremblante. Vous vous évanouissez juste. Votre tension monte et vous ne vous sentez pas rouge. Vous vous effondrez juste. Je suis retournée au bateau ce jour-là, d'une manière ou d'une autre. Je me suis assise au bord de mon lit et j'ai pleuré pour la première fois depuis la mort de Richard. Pas parce que j'étais blessée, mais parce que j'avais enfin compris ce que Léa avait essayé de me donner et ce que j'avais été trop têtue pour admettre ne pas pouvoir gérer. Le lendemain matin, j'ai essayé de sortir du lit et je n'ai pas pu. Pas à cause de mes jambes cette fois, à cause de mon dos. J'avais dû mal dormir, ou me froisser quelque chose sur ces pavés, ou peut-être que c'était juste l'âge, arrivant d'un coup pour me rappeler que je n'étais plus censée faire ça. J'ai appelé le centre médical du bateau. Une infirmière est venue dans ma chambre. Elle était gentille, professionnelle. Elle m'a aidé à m'asseoir, à vérifier mes signes vitaux, poser des questions douces. « Avez-vous mangé ?» a-t-elle demandé. J'ai menti. J'ai dit oui. « Avez-vous bu de l'eau ?» Un autre mensonge. Elle m'a regardé comme ma propre fille le faisait quand je lui disais que j'allais bien, alors que clairement ce n'était pas le cas. « Madame Dubois, a-t-elle dit doucement, vous êtes déshydratée. Votre tension est très basse. Vous devez vous reposer. » Je lui ai dit que j'irais bien demain. Elle n'a pas discuté. Mais elle a laissé une bouteille de solution d'électrolyte sur ma table de nuit et m'a dit de la boire en entier avant de me coucher. Je ne l'ai pas fait. Je l'ai vidée dans l'évier après son départ parce qu'elle avait un goût de craie et me faisait me sentir comme une invalide. Cette nuit-là, j'étais allongée dans le noir à écouter la rivière passer le long du bateau et j'ai réalisé quelque chose que j'évitais depuis 3 ans. Je ne savais pas comment être seule au monde. Richard s'occupait toujours de tout quand nous voyagions. Les billets, les directions, les décisions, je suivais juste. Et maintenant, j'étais censée tout faire moi-même, dans un corps qui ne m'obéissait plus, dans des endroits que je ne comprenais pas. J'ai pensé appeler Léa, lui dire que je devais rentrer à la maison, mais je ne l'ai pas fait. Parce que je ne pouvais pas admettre que je n'étais plus la personne qu'elle pensait que j'étais. Deuxième chose, vous devenez invisible, et puis visible de la pire façon. Le 5e jour, j'avais commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Les gens regardaient à travers moi, pas exprès peut-être. Mais quand vous êtes une femme de 83 ans qui voyage seule, vous disparaissez. Les serveurs dans les restaurants donnaient les menus aux couples à côté de moi et oubliaient que j'étais là. Les guides touristiques établissaient un contact visuel avec tout le monde sauf moi. Même les autres passagers du bateau, des gens de mon âge, me croisaient dans les couloirs comme si je faisais partie du papier peint. Ce n'était pas cruel. C'était juste l'absence. Mais ensuite, dès que quelque chose tournait mal, je devenais hyper visible.
J'étais assise dans la salle à manger un soir, essayant de manger un bol de soupe, quand j'ai commencé à tousser. Pas gravement. Juste un chatouillement dans la gorge à cause de la climatisation. En quelques secondes, 3 personnes étaient debout au-dessus de moi. « Ça va? Vous avez besoin d'eau? On doit appeler quelqu'un. » Je voulais disparaître dans le sol. Ils étaient bien intentionnés, je le sais, mais l'attention me semblait étouffante, comme si j'étais devenue un problème à résoudre au lieu d'une personne en train de dîner. J'ai souri, hoché la tête, dit que j'allais bien. Ils se sont attardés un moment, puis sont retournés à leur table, jetant encore un coup d'œil toutes les quelques minutes comme si j'allais m'effondrer à tout moment. C'est là que j'ai compris le piège. Si vous êtes vieille et que vous voyagez, vous êtes soit ignorée, soit inspectée. Il n'y a pas de juste milieu. Et les deux donnent l'impression de mourir. Le 6e jour, un homme s'est assis en face de moi au petit déjeuner. Je ne l'avais pas invité. Il est juste apparu, plateau en main, souriant, comme si nous étions de vieux amis. « Vous voyagez seul ?» a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. « Moi aussi » a-t-il dit. « Ma femme est décédée il y a 2 ans. Je n'ai pas demandé, ne l'ai pas encouragé. » Mais il a continué à parler. Il m'a parlé de sa femme, de comment ils avaient planifié ce voyage ensemble, de comment il avait décidé de le faire quand même parce qu'elle aurait voulu qu'il le fasse. Il avait 76 ans, paraissait plus vieux. « C'est dur, n'est-ce pas ?» a-t-il dit après un moment. « Faire ça seul. » Je l'ai regardé, vraiment regardé, et je me suis vue, quelqu'un essayant désespérément de prouver qu'il était encore vivant, encore capable, encore digne de la place qu'il occupait dans le monde. Je ne voulais pas voir ça, alors je me suis excusée. Je lui ai dit que j'avais une excursion à prendre. Ce n'était pas vrai. Je suis retournée dans ma cabine et j'y suis restée le reste de la journée. Voici ce que j'ai appris sur les voyages après 70 ans. Ce ne sont pas les endroits qui vous font mal. C'est la réalisation que vous ne vous intégrez plus dans le monde comme avant. Vous êtes trop lente, trop prudente, trop fragile. Et tout le monde le sait, y compris vous. Je n'arrêtais pas de penser à Léa, à l'enveloppe qu'elle m'avait tendue avec tant d'espoir dans les yeux. À quel point je voulais rentrer à la maison avec des histoires qui la rendraient fière. Mais tout ce que j'avais, c'était des échecs silencieux, des moments que je ne pouvais avouer à personne. Et le voyage n'était même pas à moitié terminé. Le 7e jour, je n'ai pas pu ouvrir la porte de la salle de bain. Pas parce qu'elle était verrouillée, parce que mes mains ne pouvaient pas saisir la poignée correctement. J'étais debout dans ma cabine à 6 heures du matin, ayant désespérément besoin d'utiliser les toilettes, et mes doigts glissaient juste du métal chaque fois que j'essayais de tourner. L'arthrite, je l'avais depuis des années. Mais elle ne m'avait jamais empêché de faire quelque chose d'aussi basique auparavant. Je voulais pleurer. Au lieu de ça, j'ai utilisé mes 2 mains, appuyé mon épaule contre le cadre et j'ai finalement réussi à l'ouvrir. C'est là que j'ai su que j'avais de vrais problèmes. Parce que si je ne pouvais pas ouvrir une porte, qu'est-ce que j'allais perdre d'autre? 3e chose, les choses sur lesquelles vous comptez disparaissent. Chez moi, j'avais des systèmes. J'avais un ouvre-bocal que Richard avait installé sous l'armoire de la cuisine avant de mourir. J'avais des barres d'appui dans la douche. J'avais une voisine qui prenait de mes nouvelles tous les mardis. J'avais mes médicaments organisés dans un pilulier hebdomadaire posé à côté de la cafetière pour que je ne les oublie jamais. J'avais des routines qui me gardaient en vie sans que j'aie à y penser. Mais sur ce bateau, je n'avais rien. J'avais emballé mes médicaments dans leurs flacons d'origine, pensant que je me souviendrais de les prendre. Mais entre les changements d'heure et l'épuisement et la confusion, j'avais raté des doses. Je ne m'en suis même pas rendu compte avant le 4e jour quand j'ai remarqué que mes mains tremblaient plus que d'habitude. J'ai essayé de recréer ma routine, mis des alarmes sur mon téléphone, mais j'avais apporté le mauvais chargeur et le 5e jour, mon téléphone était mort. J'ai demandé à la réception s'ils avaient un chargeur que je pouvais emprunter. Ils n'en avaient pas qui correspondent à mon modèle, alors je n'avais pas d'alarme, pas de moyen d'appeler qui que ce soit, pas de moyen de chercher quoi faire quand mon dos se bloquait ou que ma vision devenait floue.
J'étais seule d'une manière que je n'avais pas été depuis les funérailles de Richard. Un matin, je me suis réveillée sans me souvenir si j'avais pris mes médicaments pour la tension. Je fixais les flacons sur la table de nuit, essayant de compter les pilules, mais mes yeux ne voulaient pas se concentrer. Je l'ai pris quand même. Mieux vaut prévenir que guérir, me suis-je dit. 1 heure plus tard, je me suis levée pour m'habiller et j'ai failli m'évanouir. Je l'avais pris 2 fois. Je me suis rassise sur le lit, la tête entre les genoux, attendant que la pièce arrête de tourner. C'est comme ça que ça arrive, ai-je pensé. C'est comme ça que les gens meurent lors de voyages comme celui-ci. Pas à cause de quelque chose de dramatique, juste à cause de petites erreurs qui s'accumulent jusqu'à ce que votre corps ne puisse plus récupérer. Cet après-midi-là, il y avait une excursion à un monastère dans les collines. Je ne voulais pas y aller, mais je ne pouvais pas non plus supporter un autre jour enfermé dans ma cabine, alors je me suis forcée à monter dans le bus. Le monastère était magnifique, j'en suis sûre. Je l'ai à peine vu. Ce dont je me souviens, ce sont les escaliers. 73, a dit le guide joyeusement. Raids. En pierre, pas de rampe d'un côté. J'en ai monté 12 avant de devoir m'arrêter. Une femme derrière moi, quelqu'un de la croisière à qui je n'avais jamais parlé, a touché mon coude. « Vous avez besoin d'aide ?» a-t-elle demandé. J'ai retiré mon bras, trop brusquement. Je ne voulais pas être impolie. « Ça va ?» ai-je dit. Elle m'a regardé comme le font les gens quand ils savent que vous mentez mais ne veulent pas vous embarrasser davantage. « Il y a un banc en bas » a-t-elle dit doucement. « Vous pouvez attendre là si vous voulez. » J'ai hoché la tête, fait demi-tour, redescendu ces 12 marches seule pendant que le reste du groupe continuait à monter. Je suis restée assise sur ce banc pendant 1 heure et demie. Et j'ai pensé à Léa, à comment elle réagirait si elle savait que j'étais assise là, trop faible pour monter des escaliers, trop fière pour admettre que je n'aurais pas dû venir. J'ai pensé l'appeler, lui dire que je voulais rentrer à la maison plus tôt, mais je ne pouvais pas, parce que mon téléphone était mort. Et même s'il ne l'était pas, je ne savais pas ce que je dirais. Je ne suis plus celle que tu penses. 4e chose, vous perdez votre capacité à vous défendre. Le 8e jour, je suis tombée malade. Vraiment malade. Je ne sais pas si c'était la nourriture ou l'eau ou juste mon corps qui abandonnait, finalement. Mais je me suis réveillée à 3 heures du matin avec l'estomac noué et j'ai à peine eu le temps d'arriver aux toilettes. Ça n'a pas arrêté. À l'aube, j'étais si faible que je pouvais à peine me tenir debout. J'ai rampé jusqu'au lit et je m'y suis allongée, frissonnant, même si la pièce n'était pas froide. Je savais que je devais appeler le centre médical, mais je ne l'ai pas fait, parce qu'à chaque fois que j'avais eu besoin d'aide pendant ce voyage, je m'étais sentie comme un fardeau, comme une gêne, comme la preuve que je n'avais pas ma place ici. Alors je suis restée au lit en me disant que ça passerait. Ça n'a pas passé. À midi, j'étais dangereusement déshydratée. Je le savais. J'avais vu ça arriver à Richard une fois après une gastro. Mais je ne pouvais pas aller jusqu'au téléphone, ne pouvais pas faire coopérer mon corps. Finalement, vers 14 heures, une femme de ménage a frappé à ma porte. Je n'ai pas répondu. Elle a frappé à nouveau. Appelé en anglais avec un accent, « Service de ménage ». J'ai essayé de dire « Entrez », mais ma voix est sortie comme un murmure. Elle a utilisé sa clé, ouvert la porte et m'a trouvée. Je ne me souviens pas de grand-chose de ce qui s'est passé ensuite. Je me souviens de son visage, jeune, inquiet. Je me souviens qu'elle parlait rapidement dans une radio. Je me souviens de mains m'aidant à m'asseoir, d'un fauteuil roulant qui apparaissait, des lumières du couloir trop vives. Le médecin du bateau était gentil, professionnel. Il m'a installé une perfusion, m'a donné quelque chose pour la nausée, m'a dit que j'allais m'en sortir. Mais ce dont je me souviens le plus, c'est l'expression sur son visage quand il a demandé « Pourquoi n'avez-vous pas appelé plus tôt ?» Je n'avais pas de réponse. La vérité, la chose que je ne pouvais pas dire à voix haute, c'est que j'avais cessé de croire que je méritais de l'aide. Quelque part en chemin, j'avais décidé qu'avoir besoin d'assistance signifiait que j'avais échoué. Que la demander, c'était admettre que j'étais trop vieille, trop cassée, trop...
et je préférais souffrir seule plutôt que de prouver que tout le monde avait raison. Je suis restée au centre médical pendant 6 heures. La perfusion a aidé. Les médicaments contre les nausées ont aidé. Mais ce qui a le plus aidé, c'était l'infirmière, une femme de l'âge de ma fille Suzanne environ, qui s'est assise avec moi un moment quand les choses se sont calmées. « Vous n'êtes pas la première », a-t-elle dit doucement. On voit ça tout le temps. Des gens de votre âge qui voyagent seuls, qui essaient de tenir bon. Je n'ai rien dit. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça », a-t-elle dit. « Vous avez le droit de lutter. » Je l'ai regardée. Si j'admets que je lutte et après, j'abandonne juste, je reste à la maison, j'attends de mourir. Elle a secoué la tête. Non, vous arrêtez juste de prétendre que vous n'êtes pas humaine. Cette nuit-là, de retour dans ma cabine, j'étais allongée dans le noir et j'ai pensé à quelque chose que mon petit-fils m'avait dit il y a quelques mois. Il était en visite. Nous étions assis dans ma cuisine et je lui parlais des vertiges, des problèmes de sommeil, de comment j'oubliais de manger. « Grand-mère, avait-il dit, tu as besoin de systèmes, pas juste des routines, de vrais systèmes qui ne dépendent pas de ta mémoire. » Je l'avais écarté d'un geste. Je lui avais dit que je me débrouillais bien, mais il avait continué à parler. M'avait parlé d'une idée qu'il avait, une application, quelque chose qu'il voulait créer. Quelque chose qui pourrait aider des femmes comme moi à rester indépendantes sans prétendre que nous n'avons pas besoin de soutien. Tu ne devrais pas avoir à choisir entre demander de l'aide et perdre ta liberté, avait-il dit. Il devrait y avoir quelque chose entre les deux. Je n'avais pas vraiment écouté à l'époque, mais allongée là dans cette cabine, malade et épuisée et si loin de chez moi, j'ai finalement compris ce qu'il voulait dire. Mon petit-fils a passé 2 semaines à la coder, l'application Liberté. Il l'a créée pour moi. Mais en réalité, il l'a créée pour nous toutes celles de plus de 60 ans qui essaient de rester indépendantes sans disparaître. Ce n'est pas compliqué. C'est juste là, sur votre téléphone, vous rappelant de prendre vos médicaments, prenant de vos nouvelles tous les jours, proposant des exercices doux pour prévenir les chutes. Des guides pour établir des limites avec la famille, qui est bien intentionnée, mais qui vous étouffe. Il y a même une version de moi là-dedans, enfin, pas vraiment moi, mais quelque chose d'approchant. Une compagne à qui vous pouvez parler à tout moment, jour et nuit, quand vous avez besoin de quelqu'un qui comprend. Il me l'a montré avant mon départ pour ce voyage. Je ne l'ai pas téléchargé. Je lui ai dit que je n'en avais pas besoin. Mais maintenant, allongée dans cette cabine, j'aurais aimé la voir. Parce que peut-être que si j'avais eu quelque chose pour me rappeler de boire de l'eau, de prendre mes médicaments, de me reposer quand j'en avais besoin, je ne me serais pas retrouvée sous perfusion au milieu du Danube. Nous l'avons finalement lancée la semaine dernière, mise à disposition de quiconque en a besoin. Et déjà, j'ai des nouvelles de femmes, Barbara, qui dit que les vérifications quotidiennes sont la seule chose qui l'empêche d'oublier ses médicaments. Suzanne, qui a utilisé le guide pour établir des limites afin de dire enfin à sa fille qu'elle n'avait pas besoin d'une aide soignante. Diane, qui dit que la fonction compagne donne l'impression d'avoir une amie sage dans sa poche. Mes enfants veulent que je la retire. Ils pensent que c'est embarrassant. Une femme de 83 ans avec une application, ils disent que je devrais agir selon mon âge. Mais tant qu'il y aura une femme quelque part qui en a besoin, je n'arrêterai pas. Si vous la voulez, le lien est dans le commentaire épinglé. Elle est là si vous en avez besoin. Mon petit-fils et moi l'avons créée ensemble. Et j'espère qu'elle vous aidera comme j'aurais aimé qu'elle m'aide lors de ce voyage. 5e chose, vous réalisez trop tard que l'indépendance n'est pas la même chose que l'isolement. Le 9e jour, j'allais assez bien pour quitter ma cabine. La croisière était presque terminée. Plus que 2 jours. Je suis sortie sur le pont et me suis tenue à la rambarde, regardant la rivière glisser. Un couple est passé, bras dessus, bras dessous, riant de quelque chose. Ils ne m'ont pas remarqué. Et j'ai réalisé quelque chose qui m'a fait mal à la poitrine. J'avais passé tout ce voyage à prouver que je pouvais le faire seule. Mais seule avait cessé de signifier indépendante quelque part en chemin. C'était juste devenu solitaire. J'ai pensé à Richard.
À quel point il aurait détesté ce voyage, les foules, l'emploi du temps, la gaieté forcée de tout ça. Mais il serait venu quand même, parce que je le voulais, et je me serais plainte tout du long, mais je n'aurais pas été seule. J'ai pensé à Léa, à quel point elle avait travaillé dur pour me faire ce cadeau, à quel point je voulais la rendre fière. Mais j'avais été tellement concentrée sur ne pas la décevoir que je ne lui avais jamais dit la vérité. Je ne voulais pas d'aventure. Je voulais juste compter. Et on ne peut pas compter pour quelqu'un qui ne sait pas qu'on lutte. Ce soir-là, je suis allée dîner dans la salle à manger principale pour la première fois depuis des jours. L'homme du petit déjeuner, le veuf, était assis à une table près de la fenêtre. Il m'a vue, a fait signe. J'ai failli y passer. Mais quelque chose m'a arrêtée. Je me suis assise en face de lui. « Vous avez meilleure mine », a-t-il dit. J'étais malade, ai-je admis. J'ai passé hier au centre médical. Il a hoché la tête, n'a pas eu l'air surpris. Je me posais la question. Vous aviez disparu. Nous sommes restés assis en silence un moment. Avons mangé? Regardez la rivière. Finalement, il a dit, j'ai failli ne pas venir à ce voyage. J'ai levé les yeux. Après la mort de ma femme, tout le monde n'arrêtait pas de me dire que je devais continuer à vivre, qu'elle aurait voulu que je le fasse. Alors j'ai réservé, dépensé tout cet argent, me suis dit que ça aiderait. Il a fait une pause, déplacé la nourriture dans son assiette, mais ça n'a pas aidé. J'ai été misérable tout du long, et je n'arrêtais pas de penser, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi je ne peux pas juste en profiter? Je n'ai rien dit, mais je comprenais. Je pense, a-t-il dit lentement, qu'on n'est pas censé faire ça seul. Pas à notre âge, pas comme ça. Et il avait raison. Le problème n'était pas que j'avais voyagé, c'était que j'avais voyagé pour prouver quelque chose. À moi-même, à Léa, à tous ceux qui pensaient que j'en avais déjà fini. Mais on ne peut pas construire une vie en prouvant des choses. On ne peut la construire qu'à partir de connexions. Et j'avais laissé toutes mes connexions derrière pour poursuivre quelque chose qui, je pensais, était censé me rendre entière. Le dernier soir de la croisière, ils ont organisé un dîner d'adieu. Tout le monde s'est habillé. Il y avait de la musique, de la danse. Je me suis assise à une table avec le veuf et 2 autres femmes à qui j'avais à peine parlé de toute la semaine. Nous n'avons pas parlé de où nous étions allés ou de ce que nous avions vu. Nous avons parlé de nos enfants, nos petits-enfants, les gens que nous avions perdus. Une femme m'a montré des photos du nouveau bébé de sa fille. Une autre a raconté une histoire sur son défunt mari qui nous a tous fait rire. Et pour la première fois de tout le voyage, je ne me suis pas sentie invisible. Pas parce que j'avais fait quelque chose de remarquable, mais parce que j'avais finalement arrêté de prétendre que je n'avais besoin de personne. Le vol de retour a été aussi pénible que celui de l'aller. Mais cette fois, je n'ai pas essayé de tenir bon. J'ai demandé de l'aide pour mon sac. J'ai dit à l'hôtesse de l'air que j'avais besoin d'eau supplémentaire. J'ai pris mes médicaments à l'heure, même si cela signifiait régler une minuterie sur un chargeur emprunté. Et quand je suis rentrée chez moi, j'ai appelé Léa. Elle a répondu à la 2e sonnerie. « Maman, comment c'était ? Raconte-moi tout. » J'ai fait une pause, puis j'ai dit « C'était difficile. » Silence. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » Je veux dire que c'était plus difficile que prévu. Je suis tombée malade. Je suis tombée une fois. J'ai passé la moitié du voyage dans ma cabine parce que je n'arrivais pas à suivre. Plus de silence. « Pourquoi tu ne m'as pas appelée ?» Sa voix était petite. « Parce que je voulais que tu sois fière de moi. Maman. » Elle avait l'air sur le point de pleurer. « Je suis déjà fière de toi. Tu n'as rien à prouver. » Et juste comme ça, quelque chose que je portais depuis 3 ans s'est ouvert. 3 semaines après mon retour, ma voisine m'a trouvée assise sur mon perron à 14 heures, encore en chemise de nuit. Je n'étais pas blessée, pas malade. Je ne pouvais juste pas me forcer à rentrer. « Marguerite, a-t-elle appelé de son jardin? Ça va? » J'ai hoché la tête. « Sorry, je prends juste l'air. » Elle m'a regardé longuement. Puis elle s'est approchée et s'est assise sur la marche à côté de moi. Nous n'avons pas parlé. Elle est juste restée là,
Après un moment, elle a dit doucement « Ma sœur est allée en Irlande l'année dernière. Elle est revenue différente, pas dans le bon sens. Je l'ai regardée. Il lui a fallu 4 mois pour se sentir normale à nouveau. Elle ne voyage plus. » J'ai hoché la tête. Elle a tapoté mon genou et est retournée chez elle. Et je suis restée assise là jusqu'à ce que le soleil commence à se coucher, pensant à ce que normal signifiait même encore. 6e chose, la personne qui rentre n'est pas la personne qui est partie. Voici ce que personne ne vous dit sur les voyages après 70 ans. Ce n'est pas juste votre corps qui a du mal à récupérer, c'est votre sens de qui vous êtes. Avant ce voyage, je me connaissais. Je connaissais mes limites. Je savais ce que je pouvais et ne pouvais pas faire. Mais après Munich, après ce bateau, après tous ces échecs que je ne pouvais pas cacher, je ne savais plus rien. J'avais peur d'aller jusqu'à la boîte aux lettres, peur d'avoir un vertige et de tomber. J'avais peur de cuisiner, peur d'oublier que la cuisinière était allumée. J'avais peur de répondre au téléphone quand Léa appelait, parce que si je ne trouvais pas les bons mots, si mon cerveau refaisait ce truc où il s'arrête juste de fonctionner, le voyage ne m'avait pas juste épuisé. Il avait effacé ma confiance si complètement que je ne me reconnaissais plus. J'ai arrêté d'aller au supermarché. J'allais au même magasin depuis 30 ans. Je connaissais chaque rayon. Mais maintenant, l'idée de naviguer dans le parking, les foules, les néons, c'était impossible. Alors j'ai commencé à commander en livraison, payant un supplément pour que quelqu'un d'autre fasse ce que je faisais avant sans réfléchir. J'ai arrêté d'aller à l'église. Pas parce que je ne voulais pas, mais parce que l'idée de m'asseoir dans un banc entouré de gens qui demanderaient « Comment était ton voyage ?» avec des visages lumineux et pleins d'attentes, je ne pouvais pas le supporter. Je ne pouvais pas leur dire la vérité, et je ne pouvais plus mentir. Alors j'ai juste arrêté d'y aller. J'ai arrêté de répondre au téléphone, sauf si j'y étais absolument obligée. J'ai arrêté de vérifier le courrier pendant des jours d'affilée. J'ai arrêté de faire tout sauf rester assise dans ma maison, attendant de me sentir à nouveau moi-même. Mais je ne l'ai jamais fait. Léa est venue me voir 6 semaines après mon retour. Elle a frappé puis a utilisé sa clé quand je n'ai pas répondu assez vite. J'étais dans le salon, pliant le même panier de linge que je pliais depuis 3 jours. Maman. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, bras croisés. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Rien. Je vais bien. »« Tu ne vas pas bien. Tu n'as pas répondu à mes 4 derniers appels. » J'étais occupée. Elle a regardé autour de la pièce. Les lignes. La télé qui jouait pour personne. Moi, encore en peignoir à 11 heures du matin. C'est à cause du voyage, n'est-ce pas? Ce n'était pas une question. Je n'ai pas répondu. Elle s'est assise sur le canapé, durement, comme si l'air était sorti d'elle. Je suis tellement désolée, maman. Je pensais que ce serait bon pour toi. Je pensais que tu adorerais. Je sais, mais j'ai empiré les choses. N'est-ce pas? Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai vu quelqu'un qui avait tellement essayé de me réparer qu'elle avait oublié de me demander ce dont j'avais réellement besoin. « Tu n'as pas empiré les choses, » ai-je dit doucement. « Tu m'as juste rappelé quelque chose que j'évitais. »« Quoi? Que je ne suis plus jeune. Et je ne peux pas prétendre que je le suis juste parce que tu veux que je le sois. » Elle a commencé à pleurer. Je n'avais pas voulu la blesser, mais la vérité est sortie quand même. Je n'ai pas besoin d'aventure, Léa. J'ai besoin de me sentir en sécurité. Et ce voyage, c'était le contraire de la sécurité. Elle s'est essuyé les yeux, a hoché la tête. De quoi as-tu besoin? Dis-moi. Je le ferai. Et c'est là que j'ai réalisé quelque chose. Elle voulait aider. Elle avait toujours voulu aider. Mais j'avais eu tellement peur de devenir un fardeau que je ne l'avais jamais laissé faire. J'ai besoin d'aide pour les courses, ai-je dit. Je ne peux plus faire le magasin. D'accord. Et j'ai besoin que quelqu'un prenne de mes nouvelles. Pas tous les jours, mais parfois. Juste pour s'assurer que je vais bien. Je peux faire ça. Et j'ai besoin que tu arrêtes d'essayer de faire de moi quelqu'un que je ne suis pas. Elle m'a regardée. Je ne vais pas parcourir le monde, Léa.
Je ne vais pas adopter des passe-temps ou rejoindre des clubs ou soudainement devenir aventureuse. J'ai 83 ans. Je veux juste avoir 83 ans. Elle est restée silencieuse longtemps. Puis elle a dit « Je ne veux juste pas que tu arrêtes de vivre. » Je n'ai pas arrêté de vivre. J'ai juste commencé à vivre différemment. Et je le pensais vraiment. Cet après-midi-là, après le départ de Léa, je me suis assise dans ma cuisine et j'ai pensé à quelque chose que l'infirmière du bateau avait dit. « Vous avez le droit de lutter. » J'avais passé tellement de ma vie à croire que lutter signifiait échouer, que si je ne pouvais pas faire quelque chose toute seule, je ne devais pas le faire du tout. Mais peut-être que ce n'était pas vrai. Peut-être que lutter signifiait juste qu'on essayait encore. Et peut-être que demander de l'aide n'était pas la fin de l'indépendance. Peut-être que c'était la seule façon de la garder. 2 mois après mon retour, Sarah a frappé à ma porte. Elle habitait 2 maisons plus loin. Nous avions parlé quelquefois au fil des années, des conversations polies, de voisinage. Rien de profond. Mais ce jour-là, elle avait l'air épuisée. « Je suis désolée de vous déranger », a-t-elle dit. « Mais je suis coincée. Ma babysitter a annulé et j'ai une réunion que je ne peux pas manquer. Y a-t-il un moyen que vous puissiez récupérer Emma à l'école ?» Juste cette fois. Emma était sa fille, 8 ans, cheveux blonds, tranquilles. J'ai failli dire non. Parce que si j'avais un vertige, si j'oubliais où était l'école, si quelque chose arrivait et que je ne pouvais pas l'aider, mais ensuite j'ai regardé le visage de Sarah et je me suis vue sur ce bateau, ayant peur de demander, ayant peur d'avoir besoin. « À quelle heure ?» ai-je dit. J'ai récupéré Emma cet après-midi-là. Elle attendait sur les marches quand je me suis garée, sac à dos presque aussi grand qu'elle. Elle est montée dans la voiture avec précaution, s'est attachée. « Bonjour, Madame Marguerite. »« Bonjour, ma chérie. » Nous avons roulé en silence pendant 1 minute. Puis elle a dit « Ma maman dit que vous avez fait un grand voyage. »« C'est vrai? Vous avez aimé ?» J'ai pensé mentir. Lui dire que c'était merveilleux. Mais je ne l'ai pas fait. « Pas vraiment, ai-je dit. C'était trop difficile. » Elle a hoché la tête, comme si ça avait parfaitement du sens. Ma grand-mère est partie en voyage une fois et a dit qu'elle avait détesté. Elle a dit que le lit était bosselé. J'ai souri. Le lit était définitivement bosselé. Quand nous sommes arrivés chez moi, je lui ai fait une collation. Crackers et fromage. Tranche de pommes. Elle s'est assise à ma table de cuisine, balançant ses jambes, et m'a parlé de sa journée. Et pour la première fois depuis des mois, je me suis sentie utile. Pas parce que j'avais fait quelque chose d'extraordinaire, mais parce que j'avais fait quelque chose de petit, et ça avait compté. Sarah a commencé à me demander de récupérer Emma 1 fois par semaine, puis 2 fois. J'ai dit oui à chaque fois, pas parce que je devais, mais parce que je voulais. Parce qu'être assise avec Emma, l'écouter parler de l'école, l'aider avec ses devoirs, juste être présente, me rappelait que je n'avais pas besoin de voyager à travers le monde pour compter. Je devais juste être là. Un après-midi, Emma a levé les yeux de sa feuille de mathématiques et a dit « Madame Marguerite, vous aviez peur pendant votre voyage ?» J'ai posé mon thé. « Oui. » « De quoi aviez-vous peur ?» J'y ai réfléchi. J'avais peur de ne pas pouvoir le faire, et ensuite j'avais peur de ce que ça signifiait quand je ne pouvais pas. Elle a hoché la tête solennellement. Ma maman a peur parfois aussi. Vraiment? Oui. Elle pleure dans la salle de bain, mais elle ne sait pas que je l'entends. Ma poitrine s'est serrée. De quoi penses-tu qu'elle a peur? Ai-je demandé doucement. Emma a haussé les épaules. Je ne sais pas, mais je pense qu'elle a peur de ne pas faire du bon travail. J'ai regardé cette petite fille de 8 ans, si petite et si observatrice, et j'ai réalisé quelque chose. Nous avons toutes peur de ne pas faire du bon travail. Jeune, vieille, entre les deux, nous essayons toutes juste. Et nous avons toutes peur de ne pas être assez. Quelques semaines plus tard, Sarah a demandé si Emma pouvait rester avec moi quelques jours pendant qu'elle gérait une urgence familiale. J'ai hésité. Je ne sais pas si je peux gérer aussi longtemps, ai-je dit honnêtement. Sarah m'a regardée. Je ne demanderai pas si je ne te faisais pas confiance.
Et ce mot confiance a tout changé. Parce qu'il ne s'agissait pas de savoir si je pouvais le faire parfaitement. Il s'agissait de savoir si je pouvais le faire du tout. J'ai dit oui. Ces 3 jours n'ont pas été faciles. Emma était une enfant facile, tranquille, serviable, polie. Mais j'ai quand même eu du mal. J'ai oublié son déjeuner un jour. J'ai dû faire demi-tour à mi-chemin de l'école pour le récupérer. J'étais tellement fatiguée au moment du coucher qu'Emma a dû m'aider avec la vaisselle. Une fois, je me suis trompée sur son heure de coucher et je l'ai mise en pyjama 1 heure trop tôt. Elle ne m'a pas corrigée. Elle est juste montée dans le lit d'Amy et a lu jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Mais nous nous en sommes sortis. Et quand Sarah est revenue, elle m'a serré si fort dans ses bras que j'ai failli perdre l'équilibre. « Merci », a-t-elle murmuré. « Tu ne peux pas savoir ce que ça représente. » Mais je savais, parce que pour la première fois depuis mon retour de ce voyage, j'avais l'impression d'avoir fait quelque chose de bien. Je ne voyage plus. Les gens demandent parfois. La famille, de vieux amis. « Tu ne veux pas voir le monde ?» Et je dis « J'en ai assez vu. » Parce que la vérité est que je n'ai pas besoin de voir le monde. J'ai besoin de voir le visage d'Emma quand elle résout un problème de maths. J'ai besoin de voir le soulagement de Sarah quand je lui dis que je peux s'aider. J'ai besoin de voir le soleil se lever sur ma propre rue, dans ma propre maison, avec mon propre café, dans ma propre tasse. C'est suffisant. Après ce voyage, j'ai finalement compris ce que mon petit-fils essayait de me dire. L'indépendance ne signifie pas tout faire seul. Cela signifie avoir des systèmes qui vous permettent de rester vous-même, même quand votre corps commence à défaillir. L'application liberté n'est pas juste des rappels et des routines, c'est la dignité. C'est la capacité de dire « j'ai besoin d'aide pour ça, mais je peux encore faire ça ». C'est la différence entre lutter en silence et lutter avec du soutien. Et cette différence, c'est tout. J'ai encore des vertiges parfois. J'ai encore des jours où je ne peux pas ouvrir les bocaux ou me souvenir pourquoi je suis entrée dans une pièce, mais je ne le cache plus. Je dis à Sarah quand j'ai une mauvaise journée. Elle apporte de la soupe ou elle s'assoit juste avec moi. Je dis à Léa quand j'ai besoin d'aide. Et elle a arrêté d'essayer de me réparer. Elle a juste commencé à être présente. Je dis à Emma quand je suis fatiguée. Et elle dit « C'est pas grave, Madame Marguerite. On peut juste s'asseoir. » Et c'est ce qu'on fait. Voici ce que j'aurais aimé savoir avant ce voyage. Votre valeur ne se mesure pas à ce que vous pouvez encore faire. Elle se mesure à si vous êtes encore là, encore en train d'essayer, encore en train de laisser les gens vous aimer. Je pensais que voyager prouverait que j'étais encore en vie. Mais tout ce que ça a prouvé, c'est que je fuyais la vérité. La vérité que je suis vieille, que j'ai besoin d'aide, que mon corps ne fonctionne plus comme avant. Et que rien de tout ça ne me diminue. Ça me rend juste humaine. Si vous pensez voyager après 70 ans, je ne vais pas vous dire de ne pas le faire. Mais je vais vous dire ceci. Sachez pourquoi vous y allez. Si vous y allez parce que vous voulez vraiment voir quelque chose, expérimenter quelque chose, ressentir quelque chose, alors allez-y. Soyez intelligente. Soyez prudente. Mais allez-y. Mais si vous y allez parce que vous pensez devoir prouver quelque chose à vous-même, à votre famille, au monde, alors restez chez vous. Parce que la seule chose que vous prouverez, c'est que vous êtes prête à sacrifier votre sécurité pour les attentes de quelqu'un d'autre. Et vous avez passé trop d'années à faire ça déjà. J'ai 83 ans. J'ai vécu plus que la plupart des gens ne verront jamais. J'ai aimé, j'ai perdu. J'ai échoué plus de fois que je ne peux compter. Et j'ai appris que les meilleurs voyages ne sont pas ceux qui vous emmènent loin de chez vous. Ce sont ceux qui vous ramènent à vous-même. Emma est venue hier. Elle a commencé à apporter ses devoirs sans qu'on le lui demande, dit que ma table de cuisine est plus calme que la sienne. Nous nous sommes assis ensemble pendant qu'elle pratiquait des mots d'orthographe. « Madame Marguerite », a-t-elle dit après un moment. Pensez-vous que vous referez un voyage un jour? J'ai souri. Je suis en voyage en ce moment. Elle a eu l'air confuse. Chaque jour est un voyage, ai-je dit. Il faut juste faire attention. Elle y a réfléchi, puis a hoché la tête. J'aime mieux ce genre de voyage.
Moi aussi, ma chérie. Moi aussi. J'ai écrit quelque chose il y a quelques semaines, juste pour moi. Ça a commencé comme des notes, des pensées que je ne voulais pas oublier. Mais mon petit-fils a dit que ça devrait être plus que ça. Alors, nous en avons fait quelque chose que vous pouvez tenir. Un petit livre. Rien de sophistiqué. Juste tout ce que j'aurais aimé savoir quand j'essayais si fort de prouver que je n'avais pas encore fini. Ça s'appelle Ce que j'aurais aimé savoir avant d'avoir 70 ans. Ma famille pense que je devrais le retirer. Ils disent que je suis ridicule, que je devrais arrêter de m'exposer. Mais je ne le ferai pas. Pas tant qu'il y aura une personne qui a besoin d'entendre qu'il est acceptable de ralentir, qu'il est acceptable de rester chez soi, qu'il est acceptable d'être juste. Si vous le voulez, le lien est dans le commentaire épinglé. Téléchargez-le avant que je perde courage, parce que j'ai 83 ans. Et j'apprends encore que parfois la chose la plus courageuse que vous pouvez faire est d'admettre que vous avez besoin d'aide. Merci d'être resté avec moi aujourd'hui. Si cela a signifié quelque chose pour vous, je serais reconnaissante si vous laissiez un commentaire. Dites juste bonjour. Faites-moi savoir que vous êtes là. Et si vous aimeriez vous asseoir avec moi à nouveau, le bouton d'abonnement est juste en dessous. Je serai là. Je ne vais nulle part.